l'Iran riposte avec force et frappe Tel Aviv. Des milliers de Marines américains en route vers le Moyen-Orient, des renforts pourraient suivre. Il y avait eu la pause de 5 jours. Il y avait eu les conversations très positives et productives. Il y avait eu le cadeau mystérieux que Trump avait reçu de l'Iran et qu'il avait refusé de détailler, sinon pour dire qu'il concernait le flux de pétrole dans le détroit d'Ormuz et qu'il valait une somme considérable. Il y avait eu l'optimisme prudent des marchés, le Dow Jones qui avait bondi de 600 points, le pétrole qui avait reculé de 109 $ à 88, et maintenant, au 25e jour de cette guerre qui avait été promise brève et décisive, il y avait un cratère d'une dizaine de mètres en plein milieu d'une rue résidentielle de Tel Aviv. Une façade d'immeuble éventrée, un moteur de voiture projeté à travers un pare-brise par la force de l'explosion, 4 blessés dans ce seul impact. Et quelques heures plus tôt, pendant la nuit, Israël avait frappé plus de 50 nouvelles cibles en Iran. La pause était suspendue dans l'air comme une promesse non tenue. La guerre, elle, continuait. Pour comprendre ce que ce 25e jour dit sur la nature réelle des négociations en cours et sur les dynamiques militaires qui les accompagnent, il faut regarder simultanément ce qui se passe sur le terrain et ce qui se dit dans les salles de négociation, parce que les deux récits ont commencé à diverger d'une façon que ni Washington ni Téhéran ne peut entièrement maîtriser. D'un côté, Trump annonce qu'il pense que ce conflit va se régler très bientôt, que les Iraniens parlent sens, que le cadeau reçu lui a montré qu'il avait trouvé les bons interlocuteurs. De l'autre côté, ces mêmes interlocuteurs continuent de tirer des missiles sur des quartiers résidentiels à Tel Aviv. Et pendant que Trump et ses envoyés Witkoff, Kushner et Rubio cherchent un accord qui leur permettrait de sortir de ce conflit avec un minimum de dignité préservée, Ghalibaf, le président du Parlement iranien, dont le nom circule comme interlocuteur potentiel, nie publiquement tout contact avec Washington et promet la victoire complète. Salut à tous, je suis Alexandre Vauclair, analyste géopolitique et de la finance, et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Si vous aimez ce contenu et souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser le Super Thanks juste en dessous de la vidéo. Merci énormément pour votre soutien. N'oubliez pas aussi de vous abonner, d'aimer et de partager la vidéo pour aider notre chaîne à grandir. Merci de l'avoir fait, on continue. Ce paradoxe, la négociation en coulisses et la guerre ouverte en façade, n'est pas une incohérence iranienne, c'est une stratégie. Depuis 25 jours, l'Iran a maintenu avec une constance remarquable la même posture. Ne jamais demander à négocier, ne jamais admettre que les bombes font mal, continuer de tirer tout en laissant ouverts les canaux de sortie pour un adversaire qui en cherche un. Trump peut négocier. Mais l'Iran continuera de frapper jusqu'à ce que cet accord soit conclu et signé avec des garanties qui satisfont les gardiens de la révolution. La frappe sur le quartier résidentiel de Tel Aviv ce matin n'est pas une rupture de la dynamique de négociation. Elle est la pression de négociation elle-même. Elle dit à Washington, chaque heure qui passe sans accord est une heure pendant laquelle Tel Aviv continue de recevoir des missiles. La description que nos envoyés spéciaux Léa Merle, Antoine Porry et Michael Merlin ont faite de la scène à Tel Aviv est celle d'une ville qui apprend à vivre dans la guerre sans avoir été conçue pour ça. Le cratère de 10 mètres dans la rue, les façades soufflées, l'habitant qui dit « c'était fou », tout le bâtiment a tremblé, on se sent chanceux que ce ne soit pas tombé sur nous. Ces mots ordinaires, prononcés par un citoyen ordinaire qui a tout juste eu le temps de rejoindre un abri, disent la réalité de 25 jours de guerre pour les populations civiles d'une ville que ses gouvernants avaient promise protégée par le bouclier le plus sophistiqué du monde. Le dôme de fer, les patriotes, les THAAD, les Arrows, tout ce dispositif de défense multicouche que les médias avaient décrit pendant des années comme la réponse définitive à la menace des missiles, et voilà qu'un missile iranien frappe en plein cœur d'un quartier résidentiel de Tel Aviv, dévaste 3 immeubles, creuse un cratère dans la rue, projette des moteurs de voitures à travers des pare-brises. La technologie qui a permis ce résultat est précisément celle qui met à l'épreuve la défense aérienne israélienne depuis plusieurs semaines. Les munitions à sous-munitions. Une fois lancées, l'arme s'ouvre en altitude et disperse des dizaines de petites bombes chargées d'explosifs sur une zone étendue. Contre ce type d'arme, la défense antimissile est confrontée à un problème mathématique brutal. Chaque petite bombe est une cible indépendante. Pour les neutraliser toutes, il faudrait autant d'intercepteurs que de bombelets. Et les stocks d'intercepteurs ne sont pas illimités. L'Iran a compris cela dès le début de ce conflit et a intégré les munitions à sous-munitions dans sa stratégie de saturation de la défense adverse de façon systématique et croissante. Ce n'est pas de l'improvisation, c'est la mise en œuvre d'une doctrine développée précisément pour neutraliser le point fort principal d'Israël, son système défensif multicouche. Pendant que Tel Aviv comptait ses blessés,
Washington annonçait ce matin que 2500 Marines de la 26e unité expéditionnaire, embarqués sur l'USS Wasp, venaient d'arriver dans le théâtre d'opération du Moyen-Orient, rejoignant les 2500 de l'USS Tripoli déjà en route. Au total, 5000 Marines désormais projetés dans la région, avec leurs F-35B à décollage vertical, leurs Osprey, leurs hélicoptères d'attaque, leurs capacités d'assaut amphibies. Et dans les salles de planification du Pentagone, une décision qui n'a pas encore été rendue publique, mais qui a été confirmée par plusieurs sources militaires américaines, le commandant de la 82e division aéroportée et les membres de son état-major ont reçu des ordres de déploiement vers le Moyen-Orient pour d'éventuelles opérations terrestres. La 82e Airborne, la division d'élite que les États-Unis projettent en avance de phase quand une opération terrestre de haute intensité est envisagée, des Rangers. Des équipes de forces spéciales, des parachutistes capables de sauter sur un objectif en quelques heures depuis n'importe quel point de la planète. Ces déploiements, conjugués aux 2500 Marines déjà annoncés, dessinent le contour d'une opération terrestre dont la cible la plus souvent nommée dans les analyses militaires américaines est l'île de Karg. Cette bande de terre de quelques kilomètres carrés dans le nord du golfe Persique, qui concentre 90% des exportations pétrolières iraniennes, est depuis plusieurs semaines dans les discussions de planification américaine comme objectif potentiel. Les généraux américains qui ont commenté cette option sur les plateaux de Fox News ont été relativement directs sur les avantages et les risques. Un amiral à la retraite a dit que prendre Karg serait faisable, mais que tenir Karg serait une autre affaire, parce que l'île est à portée de missiles et de drones depuis la côte iranienne, qui est à quelques dizaines de kilomètres à peine. Un autre général a dit qu'il faudrait combiner une saisie de Karg avec la sécurisation des îles iraniennes dans le détroit d'Ormuz, Abu Moussa, la Grande et la Petite Tombe, revendiquées par les Émirats arabes unis mais contrôlées par l'Iran depuis 1971 et qui offrent depuis leur position au cœur du détroit un avantage tactique considérable pour quiconque veut contrôler le flux maritime. Ce tableau de déploiement militaire croissant, avec ses 5000 Marines qui convergent, sa 82e Airborne qui reçoit ses ordres, ses plans d'assaut insulaires qui circulent dans les cercles stratégiques américains, est la réponse de Washington à un problème que la campagne aérienne n'a pas résolu en 25 jours. La puissance aérienne peut détruire des infrastructures, dégrader des capacités militaires, éliminer des dirigeants. Elle peut faire beaucoup de choses, mais elle ne peut pas physiquement ouvrir un détroit maritime, elle ne peut pas forcer des bateaux à traverser une zone de guerre que les compagnies d'assurance maritime considèrent comme ingérable à des tarifs normaux, et elle ne peut pas faire en sorte que des capitaines de pétroliers et leurs armateurs décident d'envoyer leurs navires dans une zone où des mines potentielles et des missiles iraniens à courte portée constituent une menace réelle et documentée. Pour ouvrir Ormuz, il faut contrôler physiquement le détroit, et pour contrôler physiquement le détroit, il faut des soldats sur des îles. L'Iran a regardé ces déploiements avec la même attention froide qu'il a accordée à toutes les escalades précédentes. Et il a répondu, non pas en arrêtant de frapper pour signifier sa bonne volonté dans les négociations en cours, mais en tirant davantage. Des missiles sur Tel Aviv ce matin, des drones sur les Émirats arabes unis, 17 drones et 5 missiles balistiques selon les informations confirmées. Le chef de la diplomatie émirati a déclaré que son pays ne se laisserait pas intimider par les terroristes. Ces mots durs d'Abu Dhabi, dans la bouche d'un pays qui évite généralement les déclarations de confrontation directe avec Téhéran, disent l'ampleur des frappes que les Émirats ont subies. Et ils disent aussi qu'une coalition régionale contre l'Iran est peut-être en train de se former, lentement, douloureusement, contrainte par une situation que les pays du Golfe n'avaient pas voulu, mais dont ils subissent maintenant les conséquences directes. Trump a dit quelque chose d'intéressant ce lundi après-midi à Memphis, lors d'une conférence publique. Il a dit qu'à la fin de cette période de 5 jours, le résultat pourrait être aussi bon que si on était allé jusqu'au bout et qu'on avait littéralement anéanti l'Iran, ce qui, s'il n'est pas obligatoire, est aussi bien que de ne pas le faire. Cette formulation alambiquée dit que Trump cherche un accord qui lui permette de revendiquer la victoire sans avoir à passer à l'anéantissement. Elle dit qu'il a internalisé le fait que l'anéantissement complet de l'Iran est hors de portée opérationnelle réelle et qu'il cherche maintenant une formule diplomatique qui lui permettrait de sortir de ce conflit avec suffisamment de bénéfices symboliques pour les présenter à son opinion publique comme une victoire. Et le cadeau reçu de l'Iran, cette chose liée au flux de pétrole dans le détroit d'Ormuz que Trump refuse de détailler, mais dont il dit qu'elle lui a prouvé qu'il parlait aux bonnes personnes, ce cadeau est le signe que la partie iranienne dans ces négociations a aussi intérêt à trouver une sortie. Pas au terme que Washington veut, mais une sortie. Le plan de paix américain en 15 points qui a été rapporté par des médias israéliens est révélateur des objectifs réels que Washington cherche à obtenir par ces négociations.
Ces 15 points comprennent l'interdiction pour l'Iran d'enrichir de l'uranium sur son territoire, le démantèlement de son infrastructure d'enrichissement, la fin de son soutien aux groupes proxy dans la région et le transfert de l'uranium hautement enrichi, ces 760 kg qui peuvent fabriquer 11 bombes atomiques selon les calculs avancés par les Israéliens, vers un territoire étranger ou vers une installation internationale. Ces demandes sont celles que l'Iran a rejetées pendant 45 ans de pression diplomatique et économique. Elles correspondent à la version maximale de ce que les États-Unis ont toujours voulu obtenir de Téhéran. La vraie question n'est pas de savoir si l'Iran les acceptera en bloc, parce qu'il ne le fera pas. Elle est de savoir quelle partie de ces 15 points peut être négociée en quelque chose d'acceptable pour les deux parties, dans les délais que la pression économique et militaire impose. L'Iran entre dans cette négociation avec ses propres atouts qui n'ont pas disparu sous les bombes. Il contrôle encore le détroit d'Ormuz, dans sa dynamique opérationnelle réelle, même si la puissance aérienne américaine a dégradé certaines de ses capacités de déni d'accès. Il tient encore ses missiles balistiques à longue portée, comme la frappe vers Diego Garcia l'a démontré. Il a ses munitions à sous-munitions qui saturent la défense aérienne israélienne en ce 25e matin. Et il a ses alliés régionaux qui continuent d'opérer, le Hezbollah au Liban dont les frappes sur le nord d'Israël se poursuivent, les milices irakiennes qui ont attaqué l'ambassade américaine à Bagdad à plusieurs reprises, les Houthis au Yémen qui restent en réserve sur le détroit de Bab el-Mandeb. Cette alliance n'est pas une armée unie avec un commandement centralisé. C'est une constellation de pressions distribuées que l'Iran peut activer ou désactiver selon le déroulement des négociations. Et cette capacité de distribution des pressions est précisément ce que Washington cherche à neutraliser dans ces 15 points. Il faut parler de ce que la réponse iranienne aux Marines signifie concrètement. Les gardiens de la Révolution ont répondu aux annonces de déploiement de Marines et de la 82e Airborne, non pas en se terrant, mais en intensifiant leurs frappes. Cette réponse dit qu'ils ne sont pas intimidés par les déploiements terrestres. Elle dit qu'ils ont des plans pour chaque scénario d'escalade que Washington peut envisager. Et elle dit que si des Marines américains débarquent sur l'île de Karg ou tentent de sécuriser les îles du détroit d'Ormuz, l'Iran a des missiles à courte portée, des drones, des torpilles à supercavitation, des positions d'artillerie côtière qui peuvent rendre cette occupation extrêmement coûteuse en vies humaines. L'amiral à la retraite qui commentait ces plans à la télévision américaine avait été honnête sur ce point. Prendre l'île serait faisable, mais la tenir sous le feu des missiles iraniens tirés depuis une côte à 20 ou 30 km serait une autre affaire entièrement. Les marchés pétroliers ont reflété ce matin la tension entre l'optimisme des négociations et la réalité des frappes continuées. Le baril de West Texas Intermediate oscille autour de 88 à 92 $ selon les moments de la journée. Il a perdu 20 $ par rapport à son pic de la semaine précédente, mais il reste à 25 à 30 $ au-dessus de son niveau d'avant-guerre. Et les traders savent que cette décrue est conditionnelle. Elle reflète la croyance que les négociations sont sérieuses et qu'Ormuz sera réouvert dans un délai raisonnable. Si les 5 jours de pause expirent sans accord, si l'Iran refuse les 15 points américains, si Trump donne l'ordre de reprendre les frappes sur les centrales électriques iraniennes, les marchés reverniront rapidement vers leur sommet et au-delà. La vulnérabilité économique mondiale à ce conflit n'a pas disparu. Elle est juste temporairement anesthésiée par l'espoir d'une résolution. La question de qui négocie réellement pour l'Iran continue de hanter les analystes et les journalistes qui couvrent ce conflit. Trump a dit qu'il parlait aux bonnes personnes parce qu'elles avaient tenu leurs promesses sur le cadeau. L'ex-ambassadeur israélien Michael Oren, interviewé depuis Tel Aviv juste après être sorti du bunker, a avancé l'hypothèse que les vraies négociations se déroulent non pas avec les figures politiques visibles comme le président Pezeshkian ou le ministre Arakchi, mais avec des responsables militaires, des gardiens de la révolution. Des hommes qui ne sont pas des clercs, pas des théologiens, mais des technocrates de la guerre qui comprennent les réalités opérationnelles et qui savent que le rapport de force militaire a évolué dans un sens qui rend certaines concessions acceptables sans pour autant être une capitulation. Cette hypothèse est plausible et elle est stratégiquement cohérente. Les gardiens de la Révolution sont l'institution qui a le plus perdu dans ce conflit en termes de capacité militaire détruite. Ils sont aussi l'institution qui a le plus à gagner d'un accord qui préserve leur existence et leur pouvoir en Iran. Leur pragmatisme institutionnel, différent de l'idéologie des clercs, pourrait être la base d'un accord qui échange des concessions sur le programme nucléaire contre des garanties de non-agression et un allègement des sanctions. Ce matin, pendant que le quartier résidentiel de Tel Aviv absorbait les conséquences du missile de la nuit, les B-52 britanniques basés à RAF Fairford continuaient leur mission.
Chaque B-52 décolle avec 24 bombes pénétrantes, guidées par satellite de 2000 livres chacune, capables d'être larguées à 5 à 15 miles de la cible. Les F-18 Super Hornets et les F-35 continuent de décoller depuis les ponts d'envol des porte-avions. Les UA-18G Growler continuent de brouiller les communications iraniennes. Et les A-10 Warthog ont été utilisés en Irak pour détruire des positions de milices pro-iraniennes à Mossoul. Plus de 9000 frappes depuis le début du conflit, selon le dernier décompte de CENTCOM. 9000 frappes. Et l'Iran tire encore ses missiles sur Tel Aviv ce 25e matin. Cette persistance de la capacité iranienne de frappe après 9000 frappes américaines dit quelque chose que le Rear Admiral Montgomery a formulé avec une honnêteté rare pour un officier américain en exercice. Si l'objectif final n'est pas le changement de régime, et apparemment ce n'est pas le cas puisque Washington n'y travaille pas, alors il faut changer comment le régime opère. Et changer comment le régime opère sans le changer lui-même signifie obtenir des concessions structurelles sur son programme nucléaire, son soutien au proxy et sa capacité à menacer les routes maritimes. Ce sont précisément les 15 points du plan de paix américain. Et leur obtention, si elle se produit, nécessite que l'adversaire se sente suffisamment pressé pour accepter des concessions que la pression extérieure seule n'avait jamais réussi à lui faire accepter en 45 ans. L'Iran est pressé. Pas parce qu'il est sur le point de s'effondrer. Ses institutions fonctionnent encore. Ses gardiens de la révolution tirent encore. Ses missiles atteignent encore Tel Aviv. Mais il est pressé parce que sa population civile souffre, parce que ses musées brûlent, parce que ses ingénieurs meurent sous les bombes, parce que ses raffineries sont touchées et que son approvisionnement énergétique interne est compromis, parce que la guerre a tué plus de 1800 de ses civils en 25 jours et que ce chiffre continue d'augmenter chaque nuit. Et parce que ses dirigeants, même les plus déterminés, savent que la puissance de feu américaine qui continue de s'accumuler dans le golfe Persique, avec ses 5000 Marines, sa 82e Airborne, ses 2 porte-avions, ses sous-marins, ses B-52 basés en Grande-Bretagne, représente une capacité de destruction qu'aucune doctrine de résistance asymétrique ne peut indéfiniment contenir. Les 5 days que Trump a accordés avant de reconsidérer ses frappes sur les centrales électriques iraniennes sont l'horizon temporel dans lequel tout va se décider. Si un accord émerge, même partiel, même imparfait, il sera présenté par Trump comme la victoire qu'il a promise. Si aucun accord n'émerge et si Trump reprend ses frappes, les centrales électriques iraniennes s'éteignent et l'Iran exécute ses menaces sur les installations de dessalement du Golfe, les data centers régionaux et les réseaux électriques des alliés de Washington. Dans ce second scénario, le monde entre dans une crise économique et humanitaire dont personne ne peut calculer la profondeur. Dans le premier scénario, l'Iran obtient des garanties et des concessions économiques qui constituent, dans la formulation qu'il présentera à son peuple, une victoire arrachée à 25 jours de résistance sous les bombes. Ce 25e jour, avec ses missiles iraniens sur Tel Aviv, ses marines qui convergent, ses négociations discrètes dont les contours restent flous, et ses marchés qui oscillent entre espoir et terreur, est peut-être le jour le plus décisif depuis le 28 février. Pas parce qu'une décision a été prise, mais parce que la fenêtre dans laquelle cette décision doit être prise commence à se refermer. Et dans cette fenêtre, c'est encore l'Iran qui décide du tempo. Ces missiles sur Tel Aviv ce matin, au moment précis où Trump parle de cadeaux et de conversations productives, le disent mieux que n'importe quel communiqué diplomatique. Il faut maintenant examiner ce que la présence de 5000 Marines dans la région, combinée aux ordres de déploiement de la 82e Airborne, change concrètement dans le calcul stratégique de toutes les parties. Parce que ces forces ne sont pas là uniquement pour impressionner. Elles sont là parce que Washington a compris, après 25 jours de campagne aérienne intensive, que la puissance aérienne seule ne peut pas produire les résultats politiques qu'elle cherche. 9000 frappes et l'Iran tire encore. 9000 frappes et Hormuz est toujours sous contrôle iranien. 9000 frappes et il faut maintenant des Marines pour faire ce que les bombes n'ont pas accompli. L'option de saisir l'île de Karg est celle dont les généraux américains parlent avec une euphémisation croissante, mais une précision grandissante. Un amiral à la retraite l'a formulé avec la clarté d'un professionnel qui a fait les calculs. L'île est dans le golfe Persique. Les forces américaines doivent traverser le détroit d'Ormuz pour l'atteindre. Elles seraient à portée des missiles et drones iraniens pendant tout le trajet. Un général retraité a recommandé une approche en 2 phases. D'abord, sécuriser les îles du détroit lui-même pour ouvrir le couloir. Ensuite, monter vers Karg avec les Marines protégés par des groupes aéronavals.
Ces plans sont cohérents militairement. Ils sont aussi extraordinairement risqués humainement. Un assaut amphibie dans le golfe Persique contre une île défendue par les gardiens de la Révolution avec des missiles côtiers iraniens à 30 km, des mines sous-marines potentielles, des drones qui connaissent le terrain depuis des années d'entraînement, c'est une opération dont le coût en vies américaines pourrait transformer cette guerre en désastre politique pour Trump dans les semaines qui précèdent les midterms. Cette réalité du coût humain potentiel d'une opération terrestre est probablement ce qui pousse Trump à continuer de chercher un accord diplomatique en parallèle du renforcement militaire. Le Rear Admiral Montgomery l'avait dit avec la précision d'un stratège honnête. Si vous voulez vraiment ouvrir le détroit par la force, il faut détruire les capacités de menace maritime et les mines de façon complète, et cela prend encore environ 2 semaines d'opérations aériennes intenses. Ces 2 semaines supplémentaires, dans le contexte de la pause de 5 jours annoncée par Trump, correspondent à la période pendant laquelle les négociations doivent produire un résultat. Si elles échouent, les Marines et la 92e Airborne seront en position. Si elles réussissent, leur présence aura été le levier de pression qui a rendu l'accord possible. L'Iran comprend cette logique du levier. C'est pourquoi il continue de tirer pendant les négociations. Chaque missile qui atteint Tel Aviv ou qui frappe un immeuble à Arad rappelle à Washington que l'alternative à un accord n'est pas le statu quo d'avant la guerre. C'est la continuation d'une dégradation mutuelle indéfinie. Et dans cette dégradation mutuelle, l'Iran qui a 25 ans d'expérience sous sanctions, qui a traversé une guerre de 8 ans contre l'Irak, qui a construit son économie pour survivre à l'hostilité systémique, est mieux équipé psychologiquement et institutionnellement pour tenir que les États-Unis, dont l'opinion publique, à 90 $ le baril et 100 $ l'usage au-dessus de la normale dans les budgets domestiques, commence à poser des questions sur la durée acceptable de cette souffrance. L'investissement du Dow Jones à la hausse sur la simple annonce d'une pause de 5 jours dit tout sur la fragilité économique de la position américaine. Les marchés financiers ont besoin de certitudes pour fonctionner. Ils ont besoin de savoir que les pétroliers peuvent traverser Hormuz sans être coulés, que les installations de GNL de Ras Laffan vont être réparées et reprendre leur production, que le détroit de Bab el-Mandeb restera calme. Ces certitudes sont entre les mains de l'Iran. Et l'Iran peut les vendre ou les refuser selon que les concessions offertes en échange lui semblent suffisantes. Le cadeau de Trump reçu ces derniers jours, cet acte lié au flux de pétrole dans le détroit, qui a montré au président américain qu'il parlait aux bonnes personnes, était probablement un premier geste de bonne volonté iranien, un début d'ouverture d'Ormuz pour certains navires spécifiques, une démonstration que les interlocuteurs actuels peuvent concrètement livrer ce qu'ils promettent. Et cette démonstration de capacité à livrer est, dans les négociations, aussi importante que les termes eux-mêmes. La Saudi Arabia est entrée dans ce tableau avec une dynamique ambiguë que le New York Times a commencé à documenter. Mohammed bin Salman, le prince héritier saoudien, aurait poussé Trump à continuer cette guerre jusqu'à la destruction complète du gouvernement iranien. Cette information, si elle est exacte, dit que la pression pour l'escalade ne vient pas seulement des faucons de l'administration américaine. Elle vient aussi de Riyad, qui a des comptes à régler avec Téhéran qui remontent bien au-delà de cette guerre spécifique, qui voit dans la faiblesse actuelle de l'Iran une opportunité historique de redéfinir les rapports de force régionaux et qui pousse son allié américain à aller jusqu'au bout plutôt que d'accepter un accord qui laisserait la République islamique en place avec des capacités même réduites. Ce facteur saoudien complique les négociations d'une façon que Washington ne contrôle pas entièrement. Si Trump accepte un accord avec l'Iran que Riyad juge insuffisant, MBS pourrait décider de retirer certains de ses soutiens implicites à la coalition ou de réduire sa production pétrolière pour maintenir les prix hauts malgré un accord, ou de publiciser sa désapprobation d'une façon qui fragilise politiquement Trump. Inversement, si Trump pousse pour continuer la guerre à la demande de MBS, les coûts économiques et humains pour les États-Unis augmentent au détriment de sa popularité domestique. C'est le dilemme de l'homme qui a lancé une guerre à la demande de ses alliés et qui se retrouve maintenant contraint par leurs agendas divergents. L'Iran observe tout cela avec la même patience stratégique qui l'a caractérisé depuis le premier jour. Il connaît les tensions entre Washington et Riyad, entre les colombes et les faucons de l'administration Trump, entre les généraux qui disent qu'il faut 2 semaines de plus et les négociateurs qui disent que 5 jours peuvent suffire, et il utilise chaque division pour maintenir sa propre cohérence. Pendant que Trump débat avec ses généraux et ses alliés du Golfe, les gardiens continuent de tirer. Pendant que Witkoff et Kushner cherchent un accord qui satisferait les marchés et l'opinion publique américaine, les porte-paroles iraniens nient toute négociation et promettent à la victoire complète. Cette double posture, le pragmatisme discret et le triomphalisme public, est une technique diplomatique classique dans les négociations de sortie de conflit. On négocie en coulisses
pour sauver les apparences en public, et on continue de tirer pour maintenir la pression de négociation. Ce 25e jour de guerre est celui où deux logiques se confrontent avec une acuité maximale. La logique militaire, qui dit que 5000 Marines plus la 82e Airborne plus la continuation des frappes peuvent produire une capitulation iranienne sur les 15 points du plan américain. Et la logique diplomatique, qui dit qu'un accord imparfait obtenu en 5 jours vaut mieux que des mois de guerre supplémentaires avec des soldats américains mourant dans les eaux du Golfe Persique. Trump penche vers la deuxième logique, comme l'a montré la pause de 5 jours. Ses généraux penchent vers la première. Et l'Iran, lui, mise sur le fait que la pression économique domestique américaine et la résistance militaire iranienne forceront Trump à choisir la deuxième, et donc à accepter un accord qui ressemblera davantage aux conditions iraniennes qu'au plan en 15 points élaboré par Washington. Dans les quartiers résidentiels de Tel Aviv, où les façades d'immeubles ont été soufflées et les rues creusées de cratères, des familles israéliennes commencent à mesurer que cette guerre n'a pas la durée que leurs dirigeants leur avaient promise. Dans les bunkers de Téhéran, où les responsables iraniens préparent leurs prochaines décisions, des hommes qui ont survécu à 25 jours de la plus intense campagne aérienne américaine depuis des décennies savent qu'ils ont prouvé quelque chose que personne ne pouvait leur prendre. Et dans les salles de négociation dont les adresses ne sont pas encore connues, où Witkoff et Kushner parlent à des interlocuteurs dont l'identité reste disputée, la question de savoir comment cette guerre finira est en train d'être discutée. La réponse, quelle qu'elle soit, définira le Moyen-Orient pour les décennies à venir. Et l'Iran, qui n'a pas demandé cette guerre, qui ne l'a pas planifiée, qui l'a reçue le 28 février comme un fait accompli, sera à la table de cette négociation avec le levier que 25 jours de résistance lui ont donné. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 25 jours, un cratère de 10 mètres à Tel Aviv, 5000 Marines en route, la 82e Airborne qui reçoit ses ordres, Trump qui parle d'un cadeau iranien lié à Hormuz, et les missiles qui continuent. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi. Un clic, tu ne rates plus rien. Les 5 prochains jours vont décider de la suite de cette guerre et de l'économie mondiale. Si l'envie te vient de soutenir ce travail, c'est possible. Chaque soutien permet d'aller plus loin, plus vite, avec plus de sources. Et maintenant, dis-moi dans les commentaires, tu penses que l'Iran va accepter les 15 conditions américaines? Ou cette guerre va encore durer des semaines? Dis-moi ce que tu penses. Je lis tout. À très bientôt. La suite arrive.